Fidèles téléspectateurs de Tête à Tête, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers cette tribune qui laisse la place au public, aux hommes politiques, aux entrepreneurs, chefs d'entreprise, acteurs socio-culturels. Le grand rendez-vous du samedi 18h sur Label TV, votre chaîne panafricaine et internationale. Également sur Sunu Label TV, la chaîne au cœur du Sénégal. Je reçois aujourd'hui un géophysicien, mais aussi ancien Premier ministre du Burkina Faso, Monsieur Lassina Zerbo. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir dans Tête à Tête. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de m'inviter. Très bien. Alors, pour rappel, comme je disais tout de suite, vous êtes non seulement géophysicien, mais aussi ancien Premier ministre du Burkina Faso. Vous êtes aussi membre du cabinet restreint du président Paul Kagame du Rwanda. Nous allons parcourir votre portrait. Le prix de l'Association américaine pour l'avancement des sciences pour la diplomatie scientifique récompense une personne ou un petit groupe dans le domaine des sciences, de l'ingénierie ou des affaires étrangères pour ses contributions exceptionnelles à la diplomatie scientifique. Cette année, nous honorons Lassina Zerbo pour son leadership et son engagement dans l'application de la science et de la diplomatie pour éliminer les essais nucléaires. Monsieur Zerbo est secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, OTIS, basé à Vienne depuis 2013. Il a joué un rôle de premier plan dans le renforcement de cette organisation qui est le centre d'excellence pour la vérification de l'interdiction des essais nucléaires et a été le fer de lance des efforts visant à l'universalisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Comme l'a fait remarquer l'un des présentateurs, l'intersection de la science et de la diplomatie n'est peut-être nulle part ailleurs aussi évidente que dans les efforts déployés depuis un demi-siècle pour interdire les essais d'armes nucléaires. L'attribution de ce prix à M. Zerbo confirme également le rôle clé de la science dans la diplomatie dans le cadre d'accords multilatéraux tels que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires et sur la question des essais nucléaires en général. Citoyen du Burkina Faso, Lassina Zerbo a une carrière de 25 ans caractérisée par un large éventail de compétences scientifiques, techniques et diplomatiques. Il a occupé un certain nombre de postes clés au sein de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il a démontré sa grande capacité à promouvoir le dialogue et l'interaction entre les scientifiques, les responsables politiques, les académiciens et la société civile et à encourager divers groupes à travailler en collaboration. Il a relevé des défis difficiles et par ses efforts a promu la paix dans le monde. Enfin, il a engagé et inspiré des jeunes du monde entier à utiliser la science pour rendre le monde meilleur et plus sûr. Lassina Zerbo a remporté le prix 2018 de l'Association américaine pour l'avancement des sciences pour la diplomatie scientifique en reconnaissance de son engagement en faveur de l'élimination des essais nucléaires. J'espère que nous avons répondu fidèlement à la description, à votre portrait. Alors, je disais tout de suite, vous êtes au départ géophysicien. Quels sont le rôle et le but justement de la géophysique, notamment en Afrique? La géophysique, on dit souvent que le géophysicien, c'est celui qui cherche ce qui n'a pas perdu. Le principe, c'est d'utiliser des méthodes physiques, le magnétisme, l'électromagnétisme, la gravimétrie et beaucoup d'autres sciences de la physique pour chercher tout ce qui est dans le sous-sol. On peut le faire avec des appareils sur le sol, des appareils aéroportés, c'est ce sur quoi j'ai travaillé durant ma thèse. D'accord. Et vous avez évolué dans les plus grands groupes internationaux comme BHP Minerals, Anglo-American Group. Quel a été votre apport scientifique et technique sur ces projets en opération? À l'époque, avec les groupes, d'abord, c'est deux groupes qui ont financé ma thèse et mes études postdoctorales. C'était dans un premier temps faire des levées aéroportées sur le birimien de l'Afrique de l'Ouest. Et puis après, je me suis retrouvé
Mali, une partie du Sénégal d'ailleurs, et puis après en Afrique du Sud, de l'Est, j'ai parcouru l'Afrique et pour faire ces levées géophysiques aéroportées juste après mes études au Canada et aux États-Unis. D'accord. En 2004, vous avez été nommé directeur du Centre international de données de l'OTIS, un Africain en première ligne de la gestion des questions portant sur les essais nucléaires, notamment en République populaire démocrate de Corée. C'était inattendu? Ben, je dirais, ouais, un peu inattendu, accidentel même, je dirais, parce que bon, j'étais dans le secteur minier et puis j'ai vu une annonce là sur le net. Ils cherchaient un géophysicien pour s'occuper juste du contrôle des essais nucléaires au Centre international de données. Et donc, moi qui étais dans le privé depuis un certain nombre d'années, je me suis dit, ben, le système des Nations Unies, il faut être du gouvernement ou être poussé par le gouvernement. Donc j'ai tenté ma chance et puis après un processus de sélection, j'ai été choisi comme directeur du Centre international des données et puis après 9 ans, j'ai été élu à la tête de l'organisation comme secrétaire exécutif. Et comment ça s'est passé, grosso modo? C'était une expérience Ben, une expérience assez enrichissante parce que bon, moi je dis souvent, votre expérience est enrichissante et quand on met des très bonnes personnes sur votre route. C'est ce dont j'ai bénéficié et je rends grâce à Dieu pour ça parce que je pense que j'ai rencontré des gens formidables, non seulement durant mon cursus universitaire, mais professionnel aussi, des gens de grande qualité parce que quand vous êtes bien entouré, ça vous permet de faire de grandes choses. Et comment ça s'est passé niveau collaboration? Niveau collaboration, il y avait très peu d'Africains déjà dans le domaine, mais il y avait déjà des Sénégalais. Ah oui? Des Sénégalais qui avaient fait géophysique aussi ou géologie au niveau de Dakar ici, qui se sont retrouvés avec moi au Centre international de données. Et puis, mais c'était surtout les pays, les P5 comme on dit, parce que c'est eux qui sont habitués à la science du contrôle des essais nucléaires pour voir si quelque part sur la planète, un pays ne fait pas des essais dans le but de développer l'arme nucléaire. Donc c'est ce que nous essayons de contrôler, de surveiller. Et donc on avait un système de surveillance internationale qui est chargé de... On a des stations un peu partout sur la planète, sous l'eau, et qui aspirent l'air, et puis bon, qui nous permettent de voir s'il y a ou des émissions de gaz, ou des émissions de substances, ou des bruits souterrains, et qui peuvent indiquer qu'un État est en train de procéder à l'élaboration d'une arme nucléaire. D'accord. Au sorti de ça, vous avez pensé directement revenir au Burkina ou qu'est-ce que... Non, au sorti de ça... Comment vous avez après fait le saut pour passer en politique? Ben, homme politique, je dirais homme public, parce que ben, comme j'ai jamais vraiment milité ou pris la carte d'un parti politique, bon, ayant été un homme public dans le système international depuis un certain nombre d'années, on ne pouvait que flirter avec la politique, parce que quand vous êtes dans le système international à ce niveau, on a besoin de vous. On n'a pas forcément qu'on a besoin de vous, vous êtes obligé de traiter avec les États ou pour défendre ce que vous faites. Et dans notre cas, c'était l'universalisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires dans le cadre du traité de non-prolifération. Donc travailler avec les États, c'est flirter avec la politique. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant ma carrière dans le système des Nations Unies. Et puis bon, à ce titre-là, on m'a appelé à un moment donné pour venir pour un travail bien précis, qui n'a pas pu continuer. Lequel? Le poste de Premier ministre, c'était d'abord, il y avait des... On va revenir sur ça. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, expliquez-nous comment le citoyen d'honneur de la ville d'Hiroshima, le prix Award Science Diplomatie, le scientifique de haut niveau que vous êtes, a atterri sur la planète politique et pour étudier aussi les profondeurs des couches politiciennes pour mieux comprendre certains phénomènes. Mais comment j'atterris sur, je dirais, la planète politique? Oui. C'est deux mondes différents, c'est vrai. Bon, on m'a souvent d'ailleurs posé la question, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un homme politique, je suis un homme public. La politique, c'est toute une science. Donc, c'est mon regretté père, paix à son âme, qui disait, la politique, il faut flirter avec, mais il ne faut pas aller au lit. Et donc, je crois que j'ai toujours flirté avec la politique.
Et puis, à un moment donné, le devoir vous appelle de venir contribuer. C'est ce que j'ai voulu faire parce que on avait besoin d'une certaine réconciliation au Burkina, gérer les problèmes de sécurité, le vivre ensemble. Et puis, le président Kaboré avait estimé que, vu mon expérience et le réseau international que j'avais, que je pouvais être la personne à gérer ces questions urgentes. Et c'est ça qui a été donc le challenge qu'on a voulu relever. D'accord. Pour rappel, vous avez été Premier ministre du Burkina Faso du 10 décembre 2021 et vous avez formé un gouvernement avec moins de ministres que précédemment en excluant plusieurs hommes politiques influents. Pourquoi ce choix? Non, le président Kaboré avait parlé d'un changement de paradigme. Et donc, il fallait quand même montrer que même si on restait dans la politique, on voulait d'abord une équipe de technocrates pour faire face aux défis aux défis existants. Et donc c'est pour ça que, naturellement avec les partis politiques, il faut le faire parce qu'on ne peut pas les ignorer quand on a un gouvernement, un chef d'État démocratiquement élu. Et donc il fallait, dans le cadre de la majorité présidentielle, trouver l'équilibre nécessaire pour avoir un gouvernement de combat. Et pour faire face aux défis qui étaient... C'était combien de ministres? Je crois qu'on était un peu plus de 25 autour d'à peu près 25, ouais, c'est ça. D'accord. Et le challenge à couper court? Couper court, on dira c'est l'histoire. Mais qu'est-ce que je retiens de ça? C'est toujours ce goût d'inachevé, pas seulement de ceux qui étaient membres du gouvernement, mais je crois que la population aussi a eu le sentiment qu'on ne nous a pas laissé le temps de faire ce qu'on aurait pu faire. Et quels étaient à l'époque vos premiers chantiers, vos premiers défis? Qu'est-ce qu'il fallait coûte que coûte? Le défi sécuritaire, la réconciliation, parce que pour moi, il fallait améliorer ce vivre ensemble pour pouvoir faire face aux problèmes de sécurité que nous avons, que nous avons toujours d'ailleurs, et puis diversifier notre réseau de l'époque pour permettre une assistance technique et logistique aussi, pour nous aider à faire face à ce terrorisme-là, ce fléau-là qui gangrène dans toute la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Et qui continue. Et qui continue d'ailleurs. Et puis on essayait de voir aussi comment au niveau même de la sous-région, on pouvait coordonner nos efforts pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on attend forcément que ça vienne des Occidentaux. Voilà, du lointain, et alors que nous pouvons se donner les bras, se donner la main plutôt, et puis essayer de travailler ensemble pour être une force de combat face à ce fléau terroriste. D'accord. Cette page tournée, le président de la Commission de l'énergie atomique du Rwanda et du comité d'orientation du réseau francophone international en conseil scientifique que vous êtes, vous avez intégré le cabinet restreint du président rwandais Paul Kagame. Ce geste significatif de la coopération régionale est-il la reconnaissance de vos compétences toujours à l'international, comme vous avez déjà eu à le vivre une première fois au Burkina? Je parlerai de ma première rencontre avec le président Kagame. D'abord, oui. De façon, je dirais, inopinée, je me suis retrouvé au Rwanda. Et c'était d'ailleurs la période où le président français y était. Donc il y avait un certain nombre de personnalités qui étaient invitées. Donc je suis arrivé de Vienne. Et puis il y avait le championnat africain de basket, la NBA africaine. Et donc j'ai eu une rencontre avec lui. Et puis tout de suite il m'a dit j'entends tellement parler de vous, vous êtes dans le contrôle des essais nucléaires, mais vous savez que nous, au Rwanda, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et puis, j'aimerais que vous nous accompagniez. Et puis, il faut quand même penser à venir développer l'Afrique, à travailler pour l'Afrique. Vous avez fait combien d'années à l'extérieur? Donc, voilà comment la discussion est partie. Parce que juste après le Burkina, vous êtes retourné à Vienne, c'est ça? Non, j'étais d'abord à Vienne. D'accord, vous êtes rentré. Et c'est après Vienne pendant Vienne que lui me propose de prendre la présidence du conseil d'administration du programme nucléaire rwandais. Et dès que je prends ça, quelques temps après, je suis nommé Premier ministre.
Mais il a voulu quand même que je continue. Okay. Et donc ça, c'était une entente entre lui et le président Kaboré. Et donc depuis que j'ai commencé la présidence de ce conseil d'administration-là, on a continué. Et même après le coup d'État. Donc je ne suis pas resté sans boulot. Et on a continué à travailler. Et puis récemment, il a décidé en conseil des ministres de mettre dans son cabinet restreint pour les problèmes policiers stratégiques, comme on dit, et puis en même temps son conseiller en énergie. Comment se passe la collaboration? Bon, c'est un monsieur qui est panafricain de nature, et puis je dirais c'est sa vision. D'autres pays en Afrique ont eu des conseillers, mais souvent ça a été informel. Bon, lui quand même c'est quelqu'un qui prend la décision en conseil des ministres, c'est officiel, je nomme quelqu'un qui n'est pas je ne suis pas rwandais. J'ai toujours ma nationalité burkinabé que je garde fièrement. Et donc, mais il se dit, et beaucoup le disent aujourd'hui, on espère que dans quelques années, on ne va pas dire je viens du Sénégal ou du Burkina, on dira je suis africain. Je crois qu'on aspire à ça. Le passeport africain. Le passeport africain, voilà. Et donc lui, il est déjà dans cette dynamique. Vous aussi, vous êtes toujours dans la même dynamique de l'accompagner encore quelques années ou... Non, je pense que quand on voit, je ne pense pas que c'est la seule chose que je suis en train de faire en ce moment. Je fais plein d'autres choses. Mais je suis dans cette dynamique-là de faire en sorte qu'on se sente africain sur le continent plutôt que des silos de nationalité, même si, bon, on est fier d'être ou sénégalais ou burkinabé, ce que je suis. Mais je pense que quand on est sur le continent, on doit se sentir beaucoup plus africain. La CEDEAO, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? La CEDEAO va disparaître. Je dirais, non, je ne pense pas. Je vais d'ailleurs peut-être faire écho de ce que son Excellence le président Diomaye Faye a dit. Il dit qu'il faut travailler à ramener ceux qui ont été distants de cette organisation sous-régionale-là. Je pense qu'il faut dialoguer, il faut se parler, se comprendre, parce que c'est ensemble qu'on peut aller loin. Tout seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin. Pour revenir à sa dernière visite le 30 mai dernier au Burkina Faso, juste avant ça, le capitaine Ibrahim Traoré a bénéficié encore de 5 années supplémentaires pour être à la tête du Burkina. Quelle lecture, tout simplement, en faites-vous? La lecture, la transition arrivait ou arrive à son terme en juillet. Et il fallait tout faire pour éviter un vide juridique. Et je crois qu'il y a eu des assises dans ce cadre. Bon, on a parlé de 5 ans, mais je crois qu'il y a un petit paragraphe qui parle quand même de la possibilité d'organiser les élections avant. Ah bon? Parce que ça a été mis sur le contexte de l'insécurité que nous vivons. Si le problème d'insécurité se gère en 1 an, bon, peut-être que les élections auront lieu en 1 an. Je ne dis pas que j'espère. Vous espérez? J'espère qu'on puisse gérer, et je pense qu'avec l'aide des pays voisins, on peut conjuguer nos efforts pour faire en sorte que les pays s'aident entre eux. Parce que moi, je me suis toujours d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas une force sous-régionale qui assiste les pays là, du Sahel qui souffrent pour pouvoir faire face à ce terrorisme qui gangrène. Je crois qu'il y a eu des exemples de forces sous-régionales. Bon, ça s'est fait en Guinée-Bissau, dans un contexte assez spécial ou particulier. Je pense qu'on peut apprendre de nos erreurs pour mieux faire. Et ça, il y a toujours une possibilité. J'espère qu'on ira dans cette direction beaucoup plus. Pour en revenir, donc le 30 mai dernier, le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré et ensemble, ils ont discuté des défis. Je cite toujours un défi commun qu'il qualifie déjà de défi sécuritaire, d'immigration irrégulière, trafic d'êtres humains. Est-ce que vous pensez que nous avons ces mêmes défis? Nous les partageons avec le Sénégal? Bien sûr. Bon, je dis d'ailleurs, on le dit d'ailleurs souvent, on dit que quand la barbe de votre voisin brûle, vous aussi, vous devez mouiller la vôtre. Vous devez mouiller la vôtre. Donc, je pense que le président Diomaye Faye en sait des choses. Il sait que si les pays voisins ne sont pas en sécurité, il y a des risques que ça affecte le Sénégal. Donc, c'est une très bonne démarche de sa part d'essayer de coordonner les efforts
de partager les problèmes pour trouver des solutions ensemble et faire en sorte que, plutôt que de laisser gangréner ce problème d'insécurité, qu'on puisse l'endiguer et faire en sorte que ça disparaisse. Comme ça, bon, le Sénégal va continuer dans sa paix, sa démocratie toujours connue. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'élection présidentielle, justement? Vous savez, hier j'étais avec les jeunes, on a la jeunesse de l'Union africaine, je faisais la clôture d'un séminaire hier. Et on parlait avec les jeunes et je dis, bon, c'est tout un symbole que la jeunesse africaine se trouve au Sénégal parce que le Sénégal a le plus jeune président démocratiquement élu en Afrique. Donc, c'est une source d'inspiration pour cette jeunesse. Mais vous savez, la jeunesse aussi, elle vient avec un grand fardeau, c'est la responsabilité. Et donc, le pouvoir, on dit, c'est Dieu qui établit. Et donc, il vous met le pouvoir entre vos mains. Et donc, c'est à vous d'avoir la responsabilité de savoir le tenir et de savoir faire en sorte que ceux qui vous ont fait confiance gardent leur confiance. Et c'est tout le bien que je souhaite au Sénégal et au gouvernement du président Diomaye Faye et du Premier ministre Sonko. C'est ce que j'allais vous demander aussi par rapport à Ousmane Sonko. Le Premier ministre a été un phénomène un petit peu partout en Afrique où beaucoup se sont inspirés. Bien sûr, vous savez, quand on regarde, je dis le Sénégal, par son parti, le PASTEF qui a pris pouvoir, a donné une leçon d'humilité aux gouvernants, de démocratie à l'Afrique et d'inspiration à une jeunesse qui se dit pourquoi pas. Mais je le dis aussi, comme le mot jeunesse vient avec responsabilité, maintenant, ils sont au pied du mur, il faut faire le travail et je pense qu'ils ont la capacité de réussir parce que, bon, réussir déjà ce coup d'arriver à faire changer les choses sans violence, je pense que c'est chapeau à ce pays et chapeau à ceux qui ont fait ce mouvement. J'allais vous demander aussi, est-ce que vous ne trouverez pas un point commun, encore une fois, entre le président Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame en termes de panafricanisme? Pour rappel, aujourd'hui, il a porté le choix de d'abord visiter ces pays voisins avec qui nous avons vraiment des relations bilatérales très très fortes, plutôt que d'aller rencontrer, par exemple, dans un premier temps, comme l'ont fait nombre de nos prédécesseurs, les présidents dans l'Occident. Mais je pense que le président, oui, le président Diomaye Faye, il reste dans ce que nous connaissons dans la culture africaine. Voyez-vous, quand vous arrivez dans un quartier, vous êtes nouveau, ce que vous faites, c'est rendre visite à vos voisins pour vous présenter. Et donc, je pense qu'il est dans cette dynamique. Et ça, c'est quelque chose de très respectable. Je pense qu'il fait bien de rendre visite à ses voisins immédiats, de mieux se connaître et pour mieux travailler ensemble. Ça, c'est une très bonne chose et c'est quelque chose de très salutaire, à mon avis. En termes d'intégrité, de culture, de tradition aussi, on a eu à assimiler un petit peu les profils de Ousmane Sonko et de Thomas Sankara. Sankara, c'est plutôt mon époque. Bon, on était très jeunes quand le président Sankara a pris le pouvoir. On était universitaires. Et je pense que chaque homme vient avec sa période, avec son époque, je dirais. Sankara est venu avec son époque. Ici, le tandem Diomaye et Sonko sont le tandem de l'époque au Sénégal. On dit d'ailleurs que les États méritent les présidents qu'ils élisent. Et donc, le Sénégal mérite ce duo de jeunes talentueux qui ont des convictions et une vision pour ce pays. Et je pense que c'est ce que le président Sankara a fait dans les années 80. Outre les défis communs que nous partageons, qu'est-ce que vous voyez encore qu'on pourrait développer, bien entendu, dans le long terme, entre nos deux pays, Burkina Faso comme le Sénégal? Au-delà du Burkina et du Sénégal, je crois que c'est la sous-région. Et puis, comme on parle de panafricanisme, c'est l'Afrique. Bon, moi, je pense que la chose à faire dans l'immédiat, quand on parle de panafricanisme, c'est d'abord casser ces barrières, ces frontières.
Bon, le Rwanda le fait, le Togo aussi d'ailleurs. Le Togo fait en sorte que quand vous êtes africain, vous pouvez rentrer sans visa. Et moi, je pense que tous les pays africains doivent prendre cet exemple pour qu'on puisse circuler librement, échanger librement et mieux se connaître. Parce que, bon, vous savez, si on se projette sur les 25 ou 50 prochaines années, il y a forcément des langues qui vont disparaître, il y a des pays qui vont se retrouver intégrés, et donc on parlera peut-être une langue, c'est peut-être le Swahili, sait-on jamais. Une langue commune, ouais, une armée commune, une monnaie commune. Une monnaie commune, tout ça, oui, mais c'est le projet de l'Union africaine, en tout cas des pères fondateurs de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine. Jusqu'à présent, ça a vraiment du mal à apprendre. Parce que justement, bon, pourquoi? Les gens changent, les hommes changent. Et les visions diffèrent, mais il faut aller sur les fondements de la création de l'Organisation de l'Unité africaine qui fait que, bon, c'est ensemble qu'on va aller loin, quoi. Il y a beaucoup d'inégalités encore qui sont palpables aujourd'hui en Afrique. Comment arriver à rehausser, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, ne serait-ce que par rapport aux pays anglophones que francophones? Éducation, éducation, éducation. Ben, c'est ça qui change tout. Si vous regardez les pays où le taux d'alphabétisation ou d'éducation est le plus élevé, c'est ces pays-là qui se portent le mieux. Bon, quand on parle de démocratie, il faut d'abord que les gens comprennent. Bon, quand vous donnez le choix à des individus, et encore faut-il qu'ils sachent et qu'ils comprennent déjà quel choix faire. Mais si on va dire à quelqu'un, non, vous voyez, il y a cette carte d'électeur, là où c'est jaune, où c'est la couleur du néré, il faut mettre une croix, ben, ça devient un peu compliqué. Et maintenant, sur nos relations avec le reste du monde, quel est votre regard en tant que diplomate scientifique? Je pense que l'Afrique rentre dans... les codes? Non, une période qui est beaucoup différente de ce que nous ou nos devanciers ont connu. Et les Africains sont de plus en plus très bien formés, mieux formés, et il n'y a plus de complexe. Et donc on est dans une Afrique un peu décomplexée où la jeunesse veut s'assumer et prendre ses responsabilités. Et donc ce passage-là crée un petit hiatus avec la tendance qui a toujours été de materner ou de jouer cette relation de père à fils qui est la perception que cette jeunesse a. Je pense que c'est ça qui crée cette période un peu difficile, mais je pense que ça va s'arranger. Et quel message allez-vous transmettre à cette jeunesse africaine? Ben, le message, on dit, on n'entre pas dans le futur, on crée le futur. Et donc moi je dirais aux jeunes de ne pas entrer dans le futur comme on est, parce qu'on ne choisit pas de naître, mais on choisit de créer. Et créer, c'est créer les conditions de transformation d'un modèle socio-économique où c'est la croissance continue par l'exploitation des ressources, quand je dis ressources aussi bien naturelles que non naturelles, à un modèle sociologique, socio-économique de résilience. Résilience, ça veut dire qu'il faut penser que la planète a des limites, il faut penser au changement climatique, à la crise énergétique, et à tous ces phénomènes-là qui créent et qui sont les sources des problèmes que nous connaissons, ces problèmes de terrorisme. Donc la jeunesse a cette responsabilité-là de créer son futur en tenant en compte de ces limites de la planète et qui font qu'il faut beaucoup plus aller vers une résilience et qui nous permet de faire face à ces fléaux-là. À l'ère de numérique aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, toutes ces nouveautés aussi. Oui, l'intelligence artificielle va avec. C'est bénéfique, mais ça va aussi avec une éthique qui est assez exigeante, parce que de la même manière que je parle des limites de la planète, il y a les limites aussi du digital qu'il faut prendre en compte dans l'éthique que nous avons, la culture que nous avons, parce que évoluer, c'est une chose, mais perdre toute son essence aussi, bon, on n'ira pas jusque-là. Donc il faut faire en sorte il faut trouver un équilibre, un bel équilibre entre comment on crée son futur, comment on crée ses conditions de résilience,
et comment on fait face aux problèmes sans en créer d'autres. Au Rwanda, vous arrivez déjà à bien gérer, entre guillemets, ces nouveaux aspects? Tout de suite, vous avez cité le Rwanda comme un exemple de discipline, de propreté. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse cite le Rwanda. Quand je rencontre, je donne des conférences, quand je rencontre des jeunes, quand ils entendent que je travaille avec le président Kagame, ils me disent « Tiens, tenez, on veut visiter le Rwanda. » Et quand je dis pourquoi, ils disent « Non, c'est notre exemple. » Et l'exemple, c'est quoi? C'est la discipline. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le Rwanda nous donne une leçon de discipline qu'il faut suivre et si on veut développer nos pays. Quand on parle, on dit que le Rwanda aujourd'hui, c'est la Suisse de l'Afrique, parce que c'est propre. J'ai vu d'ailleurs, à mon arrivée au Sénégal, il y avait une journée citoyenne où les gens se sont mis à nettoyer. Et je pense que ça, c'est déjà un bon signe. C'est un bon signe d'appartenance au même projet et à cette même vision de faire du Sénégal un pays où tout le monde se sent et un pays où on se sédentarise dans un continent. Et plutôt que d'essayer de traverser l'océan pour aller chercher ce qui n'est pas nécessairement l'Eldorado. Aujourd'hui, ouais. Votre mot de la fin avant de nous quitter, M. Zerbo? Le mot de la fin, c'est, je disais que le Sénégal a montré un bel exemple de ce que peut être la démocratie, de ce que peut être le changement dans un système où chacun sait faire la part des choses, parce que c'est ce que justement vous nous avez montré. Et donc cette jeunesse-là doit faire en sorte qu'elle communique avec les jeunesses voisines dans la sous-région, rentrer dans ce contexte de l'Union africaine où ils prennent leurs responsabilités et faire en sorte que la priorité des États soit la priorité des jeunes. Donc on dit qu'il faut aligner la jeunesse aux États. Et moi je dirais qu'il faut allier les États aux problèmes de la jeunesse. Très bien. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, merci. Et merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un autre tête-à-tête. Merci.